Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Eden Télévision. Les titres, c'est maintenant. Lancement officiel du baccalauréat technique ce vendredi 31 mai 2019 au lycée Koulibaly de Cotonou. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Et puis, cérémonie de remise des copies figurées de lettres de créance du nouvel ambassadeur de la Confédération suisse près le Bénin au ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi. C'était ce matin. Hors de nos frontières, on parlera du remaniement ministériel effectué par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a annoncé lundi avoir amené le nombre de ministres de 36 à 28 et la moitié est composée de femmes. Ce sera tout pour le sommaire. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Démarrage des épreuves écrites et pratiques du baccalauréat technique ce vendredi 31 mai 2019 au lycée Koulibaly de Cotonou. Pour le compte de cette première journée, seule la série F3 compose dans ce centre. Aristide Setting et Fréjus Fiossi pour le point. Les candidats des séries techniques à l'assaut du baccalauréat ont effectivement commencé par affronter ce vendredi 31 mai 2019 les épreuves écrites et pratiques. 295 candidats feront face aux différentes épreuves dans le centre du lycée technique Koulibaly de Cotonou. Pour le compte de cette première journée, seule la série F3 compose pour diverses raisons. Cette journée, c'est la série F3 qui compose essentiellement. Bon, bien que les autres jours, les autres séries vont composer, il y a la série G1, F2, F4, et voilà, G1, F2, F4 et E, et eau assainissement. Voilà. Mais pour que les choses soient bien faites, bien ordonnées, l'Office du bac a bien sérié les choses. Donc la série F3 seule démarre aujourd'hui, parce que c'est cette série qui fait le plus important nombre de jours. Les autres séries, c'est 2 jours, 3 jours. Donc, on peut les intégrer sur la période facilement. Voilà. Les candidats rencontrés dans les salles dans la matinée de ce vendredi ont composé dans les mesures et essais de laboratoire. François-Xavier Fifatin, chef centre du lycée technique Koulibaly de Cotonou, revient sur la suite du déroulement du dit examen. Ces 295 candidats sont répartis sur 8 groupes. Et chaque groupe a sa période de passage. Donc, chaque groupe doit faire 2 matières. Une matière qu'on appelle construction, et une matière qu'on appelle mesure et essai de laboratoire, communément qu'on appelle MEL. Voilà. Mais chaque candidat doit faire les 2, mais pas le même jour. Par exemple, aujourd'hui, les candidats depuis hier ont tiré leur groupe. Donc, chaque candidat sait dans quel groupe il est. Donc, par jour, il y a un groupe qui est en mesure et essai de labo, MEL. Un groupe, le groupe 2 sera en construction. Et peut-être en fonction de l'emploi de la programmation, les 2 groupes-là vont revenir peut-être dans 3-4 jours. Et là, ils vont inverser les rôles. Donc le groupe qui avait fait MEL va faire construction, le groupe qui avait fait construction fera MEL. Les candidats au baccalauréat, série technique, session de mai 2019, composeront pendant 16 jours dans plusieurs centres sur toute l'étendue du territoire national. Registre éducation, toujours, la préfecture de l'Okossa a accordé une attention particulière à l'éducation durant l'année scolaire qui s'achève à la fin des compositions de l'examen du BEPC session de mai 2019 de ce mercredi. Le secrétaire départemental du Mono a fait le point des activités de la préfecture de l'Okossa pour un meilleur rendement des élèves. Arnaud Segla est au micro de Jonas Bouchi. Comme vous le savez, l'éducation est une priorité pour les autorités départementales. Nous avons fait le suivi du système éducatif au niveau donc de notre département à travers nos différentes descentes sur le terrain pour voir si effectivement les programmes sont bien exécutés. Et au-delà de ça, les directeurs départementaux en charge de ce secteur nous font le point de façon régulière de l'évolution des différents programmes. Les dispositions donc ont été prises pour que les enseignants puissent vraiment faire le travail correctement. Un regard particulier a été aussi porté sur les zones déshéritées. Je veux mettre un accent particulier sur les terres noires de la commune de Bopa, en partie aussi Huyogwe et pourquoi pas Atiémé, pour que les enfants
qui sont dans ces zones-là puissent bénéficier aussi des mêmes conditions de travail, puissent vraiment faire l'effort d'être au même niveau avec leurs frères des autres communes pour qu'ils composent dans de très bonnes conditions pour que les résultats à la fin puissent vraiment apporter la joie à nous, parents que nous sommes. Notre ambition, c'est d'occuper la première place au niveau national. C'est pour cette raison que nous avons essayé quand même de mettre le paquet à travers le suivi qu'on a eu à faire pour que vraiment le département du Mono arrache cette fois-ci la première place au département du littoral. Nous nous sommes mis et nous espérons qu'avec déjà les impressions de nos apprenants à la fin de cet examen, que ce rêve peut être vraiment une réalité. Diplomatie dans ce journal, le ministre Aurélien Agbenossi a reçu dans la matinée de ce vendredi les copies figurées des lettres de créance de Philippe Stedler, nouvel ambassadeur de la Confédération suisse près le Bénin avec résidence. C'était au ministère des Affaires étrangères et de la coopération suisse. Nouvel ambassadeur aux commandes de l'ambassade de la Confédération helvétique près le Bénin. Philippe Stalder était ce vendredi matin à Cotonou pour présenter les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi. Le Bénin et la Confédération suisse ont une coopération depuis plusieurs années. Les relations bilatérales entre les deux pays sont excellentes, a affirmé l'ambassadeur Philippe Stalder. Alors je suis très heureux d'être ici pour la première fois au Bénin. Ça sera le début j'espère, d'une phase encore plus productive et plus fructueuse pour notre pays. Le Bénin et la Suisse entretiennent des relations de très bonne qualité, a confirmé le ministre Aurélien Agbenossi. Il espère le renforcement de ces relations. Nous avons un dossier de coopération qui est très important. La Suisse nous accompagne depuis plusieurs années et ces relations vont en se renforçant de plus en plus. Donc j'ai été particulièrement heureux de recevoir le nouvel ambassadeur suisse. Philippe Stalder, né le 29 janvier 1969, est diplômé d'histoire, de droit constitutionnel et de sciences politiques des universités de Zurich en Suisse et de Poitiers en France. Il a débuté sa carrière diplomatique comme stagiaire au département fédéral des affaires étrangères en 1999. Avant sa nomination en tant qu'ambassadeur de Suisse près le Bénin avec résidence à Accra, il était depuis octobre 2015 ambassadeur en Azerbaïdjan. Philippe Stalder est polyglotte. Il est marié et père de 3 enfants. Qui s'est déroulé au ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin. Dans un autre registre, la formation politique Union démocratique pour un Bénin nouveau que préside Claudine Afiavi-Prudencio a dit oui à la main tendue du président Patrice Talon pour un dialogue politique franc et sincère. Vous le savez, le parti l'a fait savoir à la faveur d'une déclaration de presse ce mardi 28 mai 2019 plutôt. Comment les citoyens ont-ils accueilli cette main tendue, sinon cette réponse à la main tendue de Patrice Talon? Suivez-les dans cet élément réalisé par Aristide Setti. C'est une bonne démarche de la présidente de l'honorable Claudine Prudencio parce que vous savez, vous avez vu la crise post-électorale dans notre pays, c'était vraiment déplorable et c'est une bonne décision et c'était à point nommé. Et raison pour laquelle si les autres acteurs politiques de notre pays peuvent décider de lui emboîter les pas, ça serait une bonne chose. Et on a toujours senti que l'honorable Claudine Prudencio a toujours préservé la paix. Malgré que son parti n'était pas aux élections législatives passées, elle a décidé de faire cela. C'est du courage. Elle est vraiment une Amazone. Je salue la bravoure de Madame Claudine Prudencio pour ce geste. Et je trouve que c'est une déclaration salutatrice parce que pour moi, si tous les acteurs politiques peuvent emboîter les pas de Madame, ce serait bien parce que notre bien commun, c'est le Bénin et c'est la paix que nous voulons dans notre pays. Nous apprécions d'abord ce geste de Madame Claudine Prudencio parce qu'elle est d'abord mère et il faut jouer pour la paix. Aujourd'hui, elle a demandé, oui, nous sommes d'accord pour aller écouter le chef de l'État, dialoguer avec lui, travailler pour que la paix revienne. Et je crois que c'est une bonne chose. On doit l'encourager en cela. Et il faut que le chef de l'État aussi tienne parole. Il faut que ça soit sincère, que nous ayons quand même une certaine vérité de la chose.
Moi, je vois que genre, elle est une femme courageuse en fait. Elle est la première dame à accepter elle veut la paix dans le pays. Donc si tous les partis politiciens pouvaient accepter et accompagner ces pas, ce serait une bonne chose pour le pays. Je remercie d'abord cette décision que le chef de l'État a prise parce que c'est une très bonne décision et ça prouve vraiment que nous sommes dans un pays où la paix préoccupe tout le monde. Et je salue exactement cette décision de Mme Claudine Prudentiaux. Et si tous les acteurs de la classe politique peuvent faire pareil comme elle, je pense que le Bénin irait plus d'avance en ce qui concerne la classe politique et dans la paix. Religion à présent, la communauté chrétienne catholique, à l'instar d'autres congrégations religieuses chrétiennes, a commémoré ce jeudi la fête de l'Ascension qui fait référence à la montée de Jésus au ciel. Ils étaient nombreux, ces fidèles catholiques, à se rendre sur la paroisse Saint-Michel de Godomento-Goudo pour vivre l'événement en communauté. Reportage. Les fidèles catholiques de l'église Saint-Michel de Godomento-Goudo se sont rendus nombreux sur leur paroisse ce jeudi 30 mai pour vivre l'Eucharistie consacrée à la commémoration de l'Ascension. Cette fête, célébrée 40 jours après Pâques, marque l'élévation miraculeuse de Jésus-Christ au ciel. Le Père célébrant dans son homélie est revenu sur l'historique de ce mystère. Depuis la création, où l'homme a rompu son alliance avec Dieu, en quittant le jardin d'Éden, le monde est devenu dans l'obscurité, dans l'ombre du péché, où il n'y avait plus la vie, c'est-à-dire la vie de Dieu. Alors, le monde était dans un vide, parce que Dieu n'était plus présent dans le cœur de l'homme et dans ce monde. Et Jésus a été envoyé pour rétablir ce lien en reliant le cordon ombilical entre l'humanité et Dieu. L'Ascension est donc la récompense de la passion du Christ. Elle est la finalité de toute vie céleste. Mais de quel ciel s'agit-il pour les chrétiens d'aujourd'hui? Le ciel de Dieu se trouve au cœur de notre monde. Là où les gens s'aiment, là où les ennemis d'aujourd'hui se donnent la main et s'embrassent fraternellement. Le ciel de Dieu aujourd'hui, c'est là où règne le pardon. Voilà le ciel où habite Dieu. Faut-il le rappeler, cette élévation de Jésus-Christ au ciel fera suite à la tenue de sa promesse, qui est l'effusion de l'Esprit Saint sur ses apôtres, le jour de Pentecôte. Le ministre Oswald Omeki a tenu ce mercredi son traditionnel point de presse du Conseil des ministres. Entre autres sujets à retenir, il y a la réglementation de la gestion du parc des véhicules et autres équipements motorisés de l'État, l'adoption de projets de décrets et de projets de loi. Des nominations ont été aussi prononcées. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 29 mai 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, réglementation de la gestion du parc des véhicules et autres équipements motorisés de l'État. Le décret régissant le parc automobile de l'État date de 1999. 20 ans après, des insuffisances notoires ont été relevées dans son application. Elles résultent de plusieurs causes, dont les principales tiennent de la non-observance des dispositions du test ou du manque de rigueur dans sa mise en œuvre. Adoption du projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant code de l'électricité en République du Bénin. Le dit projet engage le processus de révision du code de 2007 et intervient dans le contexte d'une nouvelle dynamique consacrée par l'adhésion de notre pays à divers instruments internationaux du secteur de l'électricité. Il a également pour objectif de renforcer le rôle de l'autorité de régulation de l'électricité et de créer des conditions attractives au secteur privé en vue de favoriser notamment la production indépendante d'énergie. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées.
à la présidence de la République, directeur général de l'Agence des services et systèmes d'information ASSI, M. Serge Laurent Adjovi, cumulativement avec ses fonctions actuelles. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, sur proposition du ministre, directeur général de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, M. Setonji Epiphane Rosso. Actualité en dehors du Bénin, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé lundi avoir baissé le nombre de ministres de 36 à 28, dont la moitié est composée de femmes. Une initiative visant, selon lui, à améliorer l'efficacité d'un gouvernement dit obèse. Il a présenté son nouveau gouvernement, un des rares gouvernements paritaires de la planète, après avoir mené son parti, le Congrès national africain ANC, à la victoire aux élections législatives du 8 mai. Depuis son arrivée au pouvoir, il y a un an, Cyril Ramaphosa répète qu'il va tourner la page du règne de Jacob Zuma, terni par une litanie de scandales politico-financiers qui ont éclaboussé l'État et le parti. Les travaux se poursuivent dans le stade des Martyrs à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où seront organisées les funérailles de l'ex-premier ministre et opposant Étienne Tshisekedi. On écoute Jean-David Ngazi, conseiller à l'UDP, et Béatrice Koualé de la diaspora congolaise. C'est un peu ça, c'est un moment très fort, c'est un moment d'amour, on va dire, un moment fraternel, un moment que le peuple attendait depuis très longtemps, qui dépasse même tout ce qui est politique, qui transcende au-delà de tout ça. Il faut reconnaître ce qu'il a fait et il mérite ses hommages. Ce qui est fait aujourd'hui, ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est par rapport à son combat. Le président comorien Azali Assoumani, accusé par l'opposition de dérive autoritaire, a gracié 17 personnes, toutes membres ou proches de l'opposition, 3 jours après son investiture, selon un décret présidentiel présenté mercredi à la presse. Parmi les 17 personnes figure le secrétaire général du parti de l'opposition, Joua Hassan Ahmed El Barwan, condamné à 7 ans de prison après l'agression d'un militaire lors du référendum constitutionnel controversé organisé l'an dernier. Toutes les personnes graciées avaient été condamnées en décembre par la Cour de sûreté de l'État à des peines égales ou inférieures à 20 ans pour avoir été mêlées à une entreprise de déstabilisation et à l'agression contre un gendarme. On écoute. Eh bien, nous reviendrons sur cet élément. Eh bien, nous passons en page sport à présent. 3 équipes africaines sont qualifiées pour la Coupe du monde féminine de football en France. Le Nigeria, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Présentation des 3 équipes, bien évidemment. Reportage. Ce sont les plus expérimentés et les plus titrés. Les Super Falcons du Nigeria ont participé à toutes les Coupes du monde féminines et dominent le foot africain depuis près de 30 ans avec 11 titres continentaux. Mais sur la scène mondiale, elles n'ont atteint qu'une fois les quarts de finale en 1999. Coachées par un sélectionneur suédois depuis 2018, elles vont en France pour faire mieux, malgré un groupe relevé où figurent le pays hôte, la Corée du Sud et la Norvège. On veut sortir des phases de groupe et ensuite on verra. Il nous fait jouer en 3-5-2 et je pense que c'est la meilleure formation pour nous. Je pense que c'est bien mieux pour l'équipe. Pour le Cameroun, c'est la 2e qualification en Coupe du Monde. Elles ont atteint les 8e en 2015 au Canada et espèrent faire encore mieux si elles sortent d'un groupe à leur portée avec la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Canada. Leurs adversaires sont prévenus, les Lions indomptables ont faim. L'Afrique du Sud enfin jouera en France sa toute première Coupe du Monde. La partie s'annonce compliquée dans un groupe difficile avec l'Allemagne et la Chine, 2 grandes puissances du foot féminin, et l'Espagne. Mais les Banyana, les filles en langue Sesotho, sont tout de même vice-championnes d'Afrique et comptent dans leur rang celles qui ont été élues respectivement meilleure coach et meilleure joueuse africaine en 2018, la sélectionneuse Désirée Ellis et l'attaquante Thembi Katlana. Aujourd'hui, on est bonne, demain, on sera meilleur et le jour d'après, on sera génial. Donc oui, les gens disent qu'on est dans un groupe de la mort, mais d'ici à la Coupe du Monde, on sera meilleur en tant qu'équipe et elles ne sauront pas à quoi s'attendre. On a fait un très bon résultat à la Coupe d'Afrique, même si là, on sait que ce sera 1 ou 2 niveaux au-dessus.
Mais en y allant avec la même attitude, le même engagement, la même discipline, on peut être au niveau. Aucune sélection du continent, masculine ou féminine, n'a dépassé les quarts de finale d'une Coupe du Monde. L'objectif peut sembler lointain, mais ces 3 équipes sont bien décidées à porter haut les couleurs de l'Afrique. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.